Quels sont les grands enjeux pour le monde en 2019? Parmi d'autres, la démographie, la nouvelle puissance chinoise et le duel Iran-Arabie Saoudite. On en parle avec Dominique David, l'invité du Grand Angle. Bonjour Dominique David. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste des questions de sécurité et de stratégie internationale. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et co-directeur du rapport Ramsès 2019 qui vient de sortir aux éditions Duno et qui est donc le rapport annuel mondial de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous nous rappelez d'abord en deux mots ce que c'est l'IFRI. C'est un centre de recherche, un think tank comme on dit chez les anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle un think tank parce qu'il n'y a pas de traduction en français. Disons une sorte de réservoir d'intelligence sur les... Enfin, du moins on l'espère, sur les relations internationales qui s'efforcent de faire des études qui peuvent servir aux décideurs publics ou privés en matière de relations internationales. Alors ce rapport Ramsès 2019, on peut dire que c'est une projection sur les chocs qui attendent le monde à court, moyen et long terme. C'est aussi un état du monde. Il y a des chronologies, il y a des cartes à la fin du livre, des données statistiques sur tous les pays de la planète. Comme on dit, c'est aussi un travail de toute une équipe. Ah oui, toute l'équipe de l'IFRI qui s'y met, si je puis dire, et puis les amis de l'IFRI, c'est-à-dire les chercheurs associés qui sont autour de nous et que nous réunissons autour de cet essai de prospective à triple terme, comme vous l'avez mentionné. Alors, le premier choc, qui dépasse d'ailleurs largement l'année 2019, c'est la démographie. Vous en parlez longuement. C'est le long terme. Voilà, dans le long terme. Nous serons bientôt près de 10 milliards, 9 milliards 800 millions aux environs 2050, donc c'est-à-dire demain. Oui. C'est ce que vous appelez l'urgence du long terme. C'est un paradoxe. L'urgence du long terme, elle est toute simple. Les 9 milliards d'humains de 2050, il va falloir, si je puis dire, les nourrir. Ouais. Il va falloir gérer des sociétés qui vont être à la fois beaucoup plus jeunes, par exemple en Afrique, et beaucoup plus vieilles, par exemple en Afrique. Il sera beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de vieux. Également, puisque en raison des progrès sanitaires, des deux côtés de la pyramide déjà, si je puis dire, voilà. pour les naissances et pour le vieillissement, il va falloir gérer les concentrations humaines, c'est-à-dire l'urbanisation croissante. Vous savez que l'urbanisation est un phénomène mondial, mais qui est surtout visible à l'heure actuelle, tout près de chez nous, en Afrique, sur des axes tout à fait repérables. Il va falloir gérer aussi le problème des déplacements de population. Voilà. On voit tout de suite le problème, on pense tout de suite au problème des migrations en Europe, mais le problème majeur des migrations africaines, par exemple, est à l'intérieur du continent africain, entre pays africains. Il y a des migrations à l'intérieur du continent africain, mais il y a aussi des migrations sud-nord. Ça va de soi. Voilà. Est-ce que ces migrations, d'après vous, d'après ce rapport, vont augmenter, vont s'accroître dans les prochaines années? Elles vont automatiquement s'accroître en ce sens que si elles restent en pourcentage constant sur une population qui monte, elles s'accroissent. Bon. Donc nous ne sommes pas prophètes pour le futur, donc on ne peut pas savoir, mais on sait que même si le pourcentage de migration par rapport à la population de base ne bouge pas, ces migrations s'accroîtront en quantité, et il est vraisemblable que le développement, même un développement modeste, encourage les migrations au lieu de le freiner. Dans ces mouvements migratoires, l'Europe est en première ligne, si on peut dire. Ce qui fait le jeu, on le voit, des populismes aussi. C'est un vrai enjeu politique. C'est un vrai enjeu. Alors d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas panique en la demeure. C'est-à-dire que le flux migratoire aujourd'hui est un flux, contrairement à ce qu'on raconte sur beaucoup de télévision et de radio, est un flux constant, relativement maîtrisé. Les frontières sont fermées. Il y a beaucoup de malheurs, par exemple, en Méditerranée, mais les chiffres sont relativement maîtrisés. Notamment par rapport à ce qui se passe au Liban, par exemple, où là, il y a 1,5 million de migrés, de réfugiés sur une population de 4 millions, il faut le rappeler. Bien entendu que les réfugiés se massent ailleurs que chez nous. Ils se massent, bien entendu, dans les pays d'Afrique. Une fois encore, déjà, il y a aussi des réfugiés, même s'ils ne sont pas qualifiés tels à la suite des conflits qui se développent en Afrique. Mais évidemment, au Liban, en Turquie, bien entendu. Dominique David, la solution, elle passe par des accords multilatéraux entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire, est-ce que l'aide au développement telle qu'elle existe
existe traditionnellement? Est-ce qu'elle est dépassée? Est-ce que c'est du gaspillage à cause de la mauvaise gouvernance? Non, l'aide au développement n'est pas un gaspillage, mais elle n'a jamais constitué une solution définitive, ni pour le développement, ni pour la gestion des populations. Si vous me demandez si les solutions sont à la fois bilatérales ou multilatérales, elles sont les deux. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a des accords, en particulier de retour des migrants passés en Europe, qui sont bilatéraux, par exemple, entre l'Italie ou entre la France et un certain nombre de pays. Et puis, évidemment, les solutions envisageables et souhaitables sont des solutions multilatérales. Mais pour cela, il faudrait que l'Europe ait une politique africaine, ce qu'elle n'a pas. Ce qu'elle n'a pas. Alors, on a parlé beaucoup ces derniers temps du pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Oui. Est-ce que c'est une réponse? L'objectif de ce pacte, il faut le rappeler, c'est simplement de renforcer la coopération internationale partout où c'est possible. Non, mais ce pacte est une très belle idée au sens de la beauté de l'ONU, c'est-à-dire que c'est la proclamation de valeurs multilatérales sur la nécessité de gérer humainement ces migrations. Et ensemble ensemble, mais bien sûr, dans le cadre de l'ONU, multilatéralement, si je puis dire, mais ça n'est pas une solution, en ce sens que ça n'est pas un instrument juridique contraignant pour les États. Alors contrairement à ce que les populismes expliquent ici ou là. Vous venez de prononcer un mot important, c'est le multilatéralisme. C'est une notion qui est un peu, comment dirais-je, malmenée ces derniers temps, notamment par Donald Trump. Lui, il ne croit pas tellement à la coopération internationale, il croit plutôt au rapport de force, ce qui veut dire que c'est le rapport de force plutôt que la coopération. Le multilatéralisme n'est pas malmené seulement par Donald Trump, c'est simplement lui qui est le plus impoli et le plus désagréable, si je puis dire. Nous sommes dans un monde où l'affirmation de puissance semble devenir la règle, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse... c'est-à-dire de la Chine dont vous parlez. Ou de la Chine. La Chine, je ne citais pas la Chine pour une raison particulière, qui est qu'elle affirme sa puissance unilatéralement, mais elle a un discours multilatéraliste. Elle veut apparaître comme le dernier défenseur du multilatéralisme. Tout se passe comme si nous étions dans un monde qui était dérégulé, c'est-à-dire où les règles multilatérales devenaient de plus en plus faibles et où les puissances affirmaient de plus en plus la prééminence de leur intérêt. Oui, c'est d'ailleurs une des conclusions qu'on peut retenir de ce livre, c'est que le système international aujourd'hui, il semble plus instable et plus déséquilibré que jamais. Il est instable en ce sens que nous sortons, j'allais dire, d'un pays calme il y a 20 ans ou il y a 30 ans avec la bipolarité. Nous nous faisions peur, les États-Unis et l'URSS, mais c'était stable parce que chacun savait ce qu'il ne fallait pas faire. On a dérégulé, la fin de la bipolarité a dérégulé ce monde. L'émergence des nouvelles puissances économiques, en particulier asiatiques, la Chine, les dragons asiatiques, etc., font que les puissances sont beaucoup plus nombreuses et elles ont une capacité de jeu régionale qui est beaucoup plus importante. Notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ça rentre dans ce contexte-là. Bien entendu. Il y a 25 ans, régnaient au Moyen-Orient les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et puis leurs clients, si je puis dire, étaient rappelés au bon sens dès qu'elles sortaient de la tranchée. Si je puis dire. Aujourd'hui, ni les États-Unis, ni la Russie, bien qu'elle intervienne militairement maintenant en Syrie, ni l'Europe n'est en mesure de dicter sa loi ou même de suggérer aux acteurs régionaux de rentrer dans le rang. D'où la sortie du rang, si je puis dire, de l'Iran, qui est une puissance régionale importante, et de l'Arabie Saoudite, qui s'inquiète de cette montée en puissance de l'Iran. Alors justement, vous faites de ce duel, comme vous l'appelez, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, un des trois grands chocs du futur. Il est d'ailleurs sur la couverture. C'est un choc de court terme. Oui, de court terme. Mais vous auriez pu citer, par exemple, la crise de l'Union européenne, vous auriez pu citer, par exemple, la question du climat. Pourquoi avoir focalisé sur l'Iran-Arabie Saoudite? Parce que ça vous paraît révélateur, justement, de l'époque. Parce qu'à court terme, la stabilité du Moyen-Orient est une menace directe. Le climat est évidemment une menace extrêmement importante, et une menace, j'allais dire, de nature humanitaire, au sens fort du terme humanitaire, planétaire. La crise de l'Union européenne, on va voir, on peut y revenir, si je peux dire, l'année prochaine, tellement c'est rampant. L'Iran
l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est directement le symbole de la déconstruction d'une région et de la déconstruction très dangereuse d'une région aujourd'hui. Alors un autre des chocs du futur, on pourrait même dire d'ailleurs un des chocs du présent, c'est la nouvelle puissance chinoise. L'Occident, Dominique David, a perdu le monopole de la puissance, ça c'est sûr. Et ça c'est une révolution, j'allais dire multiséculaire. Ça fait à peu près 5 siècles que l'Occident domine la planète pour des raisons qui tiennent à sa prééminence militaire, diplomatique, culturelle, économique, etc. La colonisation en a été naturellement une démonstration extrêmement efficace. Aujourd'hui, l'Occident garde les plus grosses puissances de la planète. Ne croyons pas que la puissance américaine a disparu, que les puissances européennes n'existent plus, etc. Ça existe toujours, c'est toujours massif. Mais nous devons composer avec d'autres puissances, et en particulier la puissance américaine, qui demeure la puissance dominante et qui demeurera pour les décennies à venir la puissance dominante, devra composer par exemple avec la puissance chinoise. C'est ce que les États-Unis commencent à faire dans le Pacifique. Alors justement, parce que j'allais vous poser cette question sur la stratégie de la tension qu'on voit entre la Chine et les États-Unis. Trump, il applique cette stratégie de la tension, que ce soit d'un point de vue du commerce, on en a beaucoup parlé, ou que ce soit d'un point de vue justement de l'influence militaire en Asie. Est-ce que ça ne fera que retarder l'émergence de la Chine ? Non, ça ne retardera pas l'émergence de la Chine. Ce qui pourrait retarder l'émergence de la Chine, c'est les problèmes intérieurs, c'est-à-dire la durabilité de la croissance chinoise, la stabilité du régime politique ou autour les rapports de la Chine avec les grands pays qui sont autour d'elle. Les États-Unis ne vont pas retarder l'émergence de la Chine. Simplement, ils cherchent à installer un rapport de force de manière à ce que la Chine sache qu'elle doit jouer dans sa propre région avec une seule autre puissance qui sont les États-Unis. Il y a d'autres puissances, le Japon, la Corée, etc. Mais seuls les États-Unis ont la capacité, en particulier militaire, de challenger la puissance chinoise. Au final, quand on sort de votre livre, on a plutôt l'impression d'un état des lieux assez pessimiste, inquiétant. Vous êtes d'accord avec ce sentiment ? On emploie toujours le terme de transition parce qu'on sent toujours, on prétend toujours qu'on est en transition d'un état de fait à un autre état. Là, je pense qu'on est véritablement dans un état entre deux états du système international, et on ne sait pas ce que sera le système international dans le futur. Et c'est ce qui fait naître une angoisse peut-être et au moins une inquiétude. Vous dites que les pouvoirs ont besoin de 2 principes fondamentaux pour se maintenir, la légitimité et l'efficacité, et que ces 2 principes sont en crise un peu partout dans le monde. Oui, et on le voit même en Europe, qui est pourtant l'un des espaces où la légitimité et la légalité sont au plus haut niveau. Merci beaucoup Dominique David. Donc je renvoie à ce livre, oui, comment dirais-je, ce catalogue, comment on pourrait l'appeler ? Ce rapport. Ce rapport, voilà, je cherchais le mot, ce rapport 2019, le choc du futur, donc aux éditions d'UNOS. Donc c'est un travail collectif de l'IFRI. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 60.